Bonjour à tous et bienvenue dans le Road Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un superbe invité, Frédéric Bellouz, donc qui est entraîneur au Stade français athlétisme, qui est ancien co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur et qui est récemment auteur du livre Running Renfo. Merci Fred d'être présent. Bah, merci à toi Enzo de m'avoir invité surtout. Je suis flatté, par cette introduction. Je ne suis pas certain de totalement la mériter, mais bon, je prends quand même, ça fait toujours plaisir. Là, ce que je te propose justement, c'est de nous représenter brièvement un petit peu ton parcours pour les personnes qui te connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait, parce que tu es quand même déjà bien connu dans le milieu de la course à pied. Moi je pense qu'il y a énormément de gens qui me connaissent pas et c'est normal, voilà. Bah, Frédéric Belouz, ça tu l'as dit, je suis entraîneur au Stade Français depuis 2015, sur le fond et l'ultrafond. Hem et parallèlement, je suis également préparateur physique, en fait, parce que, c'est toujours un domaine qui m'a intéressé et à partir de 2017, j'ai passé vraiment les diplômes pour, pouvoir dire: «Je suis préparateur physique». Ce qui suffit pas de s'y intéresser et de s'y connaître pour dire qu'on l'est. C'est un peu comme l'entraînement, hein. Il suffit Bien pas de sûr. de s'intéresser à la course pour dire qu'on est entraîneur. Bon, ça, c'est un autre sujet. J'ai été, co-créateur et co-animateur sur les 4 premières saisons, tu l'as dit, de Dans la tête d'un coureur. Donc on avait lancé en décembre 2018 avec Guillaume et PE. Voilà, et puis il y a quelques années, j'ai mis le clignotant sur Dans la tête d'un coureur pour me consacrer à d'autres projets, dont l'écriture de Running Grand Faux, j'aime bien le dire parce que c'est un peu ça fait un peu le mec qui se la raconte, mais c'est quand même le premier ouvrage, dédié à la préparation physique en course à pied, Et qui oui. est sorti, qui est dans le monde en fait, pas simplement en français évidemment, mais dans le monde entier. Même les Anglais, les pays anglophones, anglais, américains, qui sont très, friands de prépa physique en course à pied, qui l'ont intégré depuis longtemps, n'ont pas encore publié, d'ouvrages, grand public. Il y a quelques publications en compte d'auto-éditeur, mais et qui certaines sont valables, hein, qui circulent, mais de manière publique et du coup grand public et accessible à toutes et tous, c'est le seul. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres, hein, qu'on ne sera pas les seuls évidemment, parce que voilà, ça enrichira nos connaissances à toutes et tous, dont les miennes. Ouais, je pense que vous avez montré la voie effectivement sur ce sujet très intéressant. Là justement, la transition est parfaite. Ce que je te propose, c'est de nous parler un petit peu de ton livre. Alors brièvement, hein, déjà tu l'as dit, tu as décidé d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet un petit peu dans les oubliettes. Et puis j'ai pas mal écouté du contenu de ta part et t'expliques souvent qu'en fait les coureurs justement font toujours les mêmes routines. Alors ce qui n'est pas forcément mauvais, hein, mais tout ce qui est gainage, fente, abdominaux, etc. Là, j'ai vu qu'avec cet ouvrage, tu avais voulu aller vraiment plus loin. Alors, quel message concret t'as voulu faire passer à travers cet ouvrage par rapport à ton expérience d'entraîneur? Alors, plusieurs messages, mais déjà, le premier, parce que tu parles de ceux qui ont déjà une routine et tout, je dis: «Bah, c'est déjà pas mal», même s'ils font toujours Oui, les mêmes choses, c'est déjà un minimum, c'est déjà le donc mérite d'avoir quelque chose. c'est déjà pas mal. Non, vraiment, le message le plus important, c'est de vraiment comprendre à quoi sert, la musculation, la préparation physique. Parce que la musculation, ce n'est pas la préparation physique, c'est une partie importante de la prépa physique, mais ce n'est pas l'intégralité. Mais à quoi ça sert et en quoi c'est bénéfique pour la pratique de la course à pied? Parce que ça finalement c'est l'essentiel. Bien sûr. Les gens le font, alors pas toujours pour les bonnes raisons, mais déjà s'ils le font, on va dire c'est déjà pas mal. Mais quand on comprend aussi l'intérêt de faire les choses, bah, des fois ça peut permettre à celles et ceux qui voulaient pas forcément s'y mettre, de s'y mettre. En fait, c'était vraiment ça l'objet principal. Et le second, c'était, je veux dire pour mes collègues, alors ça fait présomptueux, mais quand même pour mes collègues entraîneurs, leur donner un outil, ou aux athlètes qui sont autonomes, qui sont un peu experts ou qui s'intéressent à la chose, leur donner un outil qui leur permette de construire eux-mêmes, un une méthodologie de préparation physique. Parce que moi j'ai tous mes diplômes fédéraux, j'ai mon brevet d'état en athlétisme, et en fait c'est un sujet qu'on n'aborde pas, on n'est pas formé pour ça. Et je le Oui. raconte notamment dans l'intro du livre. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans
une salle de muscu en me disant: «Bah, c'est intéressant» parce que j'avais un entraîneur qui faisait pas mal de PPG. Je me suis dit: «À mon tour entraîneur, je veux faire ça». La première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de muscu, je me suis dit: «Bon OK, je fais quoi? Avec quel poids? Quel type d'exercice? Comment?» Et en fait, je me suis rendu compte que et j'avais déjà tous mes diplômes, hein, que j'étais totalement désarmé. Sorti de la chaise, des foulées bondissantes et des fentes sur 50 mètres sur une Bien piste, sûr, je bien savais sûr. pas faire grand chose. Donc là, je me suis formé, je me voilà et il me semble pas que les formations fédérales aient beaucoup évolué sur le sujet, donc je me dis: «Bah, avoir un outil heu, pour 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 pouvoir le faire de manière un peu intelligente et efficace», ça me paraissait intéressant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que qu'on a un train de retard là-dessus, hein, dans ce qu'on véhicule. Je trouve qu'on est plutôt calé sur l'entraînement course à pied, mais par contre la préparation physique, et même à haut niveau, tu l'as dit, je me souviens sur un des derniers podcasts, t'expliquer que même à haut niveau, des fois on voit des exercices avec des timings, des amplitudes qui sont pas forcément toujours très, on va dire, cohérentes par rapport aux différents cycles d'entraînement. Donc effectivement, je pense que c'est très important de parler de ce sujet et puis de se rendre compte à quel point la préparation physique peut être importante dans le développement d'un athlète. Donc on va en parler aujourd'hui, mais que ce soit vraiment pour développer ses qualités athlétiques ou aussi se prévenir des blessures, parce que ça c'est un sujet aussi qui est central. Ouais, c'est un sujet sensible pour moi, mais on y reviendra. Très bien. Bah écoute, là, ce que je te propose, c'est très très rapidement de nous définir un petit peu la musculation, enfin la préparation physique pour la course à pied, en quoi justement elle va différer un petit peu d'une préparation physique un petit peu plus classique. Et puis donc j'ai déjà commencé à répondre, mais concrètement, qu'est-ce que peut espérer un coureur qui va faire correctement, qui va suivre une bonne planification de préparation physique? Alors les gains, ils sont assez clairs, hein, ça a été bien étudié, donc là-dessus, il y a même plus débat, donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des débats sur d'autres aspects, on y reviendra, hein. Tu as parlé de la prévention des blessures, ça, c'est un débat que j'anime souvent, ou que je nourris souvent, on va dire. En tout cas, dans les bénéfices non contestables, heu, un des premiers bénéfices qui en plus va intéresser, au premier chef, les coureurs et les coureuses, on va dire d'endurance, c'est l'amélioration de l'économie de course. Amélioration de l'endurance, diminution de la fatigabilité, à l'effort. Amélioration de la vitesse maximale, bon ça a moins d'impact par rapport à un coureur de fond, même pour son sprint de fin de course. Mais voilà, on voit déjà qu'avec on va dire ce panel d'amélioration, de bénéfices plutôt, on a intérêt à la pratiquer. Mhm. F Au final, on peut résumer, on a différents leviers, hein, de performance en course à pied. Levier physiologique, hein, je vais le prendre comme ça. C'est, la VO2 max, VMA, VO2 max, économie de course, endurance de force. Bah, en fait, le seul élément, sur lequel, heu, la musculation, la préparation physique n'a pas d'impact, c'est la VO2 Le max, VO2 en fait. max. Mhm. Les 2 autres, on a un impact dessus. Après, le tout premier bénéfice, mais ça vaut quel que soit les sports finalement, le tout premier bénéfice du fait de faire de la musculation, du travail notamment en charge, c'est en fait l'amélioration, des circuits, de transmission neuromusculaire. C'est-à-dire, je vais essayer de faire simple, c'est la capacité À à recruter. recruter le plus de fibres musculaires possible, en fait. Et alors ces chemins existent, ils existent déjà, hein, voilà, où on crée pas des nouveaux neurones, mais on crée des nouveaux chemins ou des activations de chemins existants mais entre guillemets «inutilisé». Je vulgarise vraiment, mais en gros, c'est l'idée et on l'a vu, hein, sur différentes études qui ont pu être faites, c'est alors le bénéfice direct et je vais prendre un exemple. Par exemple, sur un effort de course, je sollicite, mes quadriceps. Bah, en fait, ça se trouve, je donne vraiment des trucs à la louche là, Bien sûr. ça se trouve que quand je cours sans musculation, finalement, je ne recrute que 80 de mes fibres du quadriceps. Si j'arrive à en recruter 90, 95, voire 100 grâce à la musculation, du fait de l'amélioration de ces circuits, neuromoteurs,
Ben, en fait, on comprend bien que, à effort iso-intensité, c'est-à-dire à la même intensité, bah, ça va être moins fatigant puisque plus de fibres musculaires vont être impliquées, et donc celles qui travaillent, avant, ce que je faisais avec 80, je le fais avec 100, donc j'économise. Voilà. Bien sûr. Oui, donc un aspect très important qui est effectivement l'économie de course. Donc dans l'inconscient collectif, c'est vrai que pendant plusieurs années, on était persuadé, je pense que t'as dû le voir, mais que pour le coureur, il fallait faire justement beaucoup d'endurance de force. Et là, on se rend compte depuis plusieurs années maintenant, de manière assez indéniable, que la force maximale permettrait donc d'avoir les meilleurs résultats, notamment sur l'aspect économie de course, même s'il faut quand même faire de l'endurance de force, on va en reparler, mais quel est ton avis un petit peu là-dessus et pourquoi on a mis autant de temps à se rendre compte que la force maximale pouvait être intéressante pour les coureurs d'ultrafond notamment, hein? Ouais, moi j'irais même plus loin, je dirais que pendant très longtemps, on a pensé que faire de la force, que ça soit de l'endurance de force, de la force max, de la force Ça servait à explosivité, rien, ouais. quoi qu'il arrive, n'avait que peu d'intérêt, Tout à fait, tout à fait. pour le coureur, et en fait, un des premiers trucs, je pense, hein, après c'est toujours difficile de savoir, c'est déjà le manque de formation, Oui, oui. des entraîneurs ou des encadrements. Donc quand on maîtrise pas un truc, on globalement, on Mhm. s'en sert pas, voire on dit que ça sert à rien. Ça peut être un réflexe humain. Hem, le 2e truc, c'est que faut pas se mentir, dans les profils qu'on a, sur les courses de distance, on a des profils plutôt filiformes, Oui, et il y a quand même cette idée qui: «Je fais de la musculation, je vais me transformer en bodybuilder». La prise de masse, et on va dire entre guillemets «le poids total», même si maintenant on sait que ça veut rien dire, le poids total pour un coureur. La prise de masse était associé à la musculation, mm, et le coureur, la coureuse, ne voulant pas se rajouter de la charge en course, bah, se disait: «Ça va pas me servir à rien, ça va m'alourdir. Ça va m'alourdir, je comprends pas». Je comprends qu'un sprinter ait besoin de musculation parce que c'est très, on travaille vraiment, c'est explosif, c'est puissant. Nous, finalement, on voit pas, on voilà, c'était pas intuitif de se dire que travailler en force, que ce soit, comme je disais, quel que soit le type de force, c'était pas intuitif que ça participe, de l'amélioration de l'économie de course, de l'amélioration de l'endurance. bien sûr. Et puis il t'expliquait en plus que chez le coureur, il y a une fameuse protéine, alors j'ai perdu son nom, mais qui permet, qui inhibe en grande partie cette fameuse prise de masse. Ça, C'est voilà, c'est la fameuse protéine, mTOR, et souvent Mm, j'aime prendre l'exemple de Mo Farah, pour tous ceux qui connaissent. Alors il est peut-être moins connu maintenant pour les nouvelles générations, mais ça reste je quand même, pense, oui. je pense, une figure emblématique de l'athlétisme international, et je le prends à dessein parce que, il fait partie, des profils très, très filiformes, hein, pour Oui, ceux qui l'ont déjà croisé en vrai, et c'est encore plus impressionnant quand on le voit en vrai qu'en photo, mais on sent déjà qu'il est ultra fin. C'est un garçon qui fait, 4, au moins 3-4 séances, bien de sûr. musculation en charge Énormément. Très additionnelle bon par semaine. rapport poids-puissance. Voilà, donc on voit qu'en travaillant à certaines charges, c'est pareil, voilà, quand on connaît pas forcément la musculation, on sait pas que la prise de masse qu'on appelle l'hypertrophie, elle se développe en travaillant dans des intensités particulières. Bien Voilà, sûr. et que, quoi qu'il arrive, on va pas se transformer, et en plus, là aussi, même si ça varie d'un individu à l'autre, mais les études ont plutôt tendance à nous indiquer, que pour faire une prise de masse effective et intéressante, il faudrait 3 séances consacrées à ça par semaine sur au moins 12 semaines. Bien sûr, bien sûr. Donc on voit que les coureurs à pied sont très loin d'avoir ce type de travail, donc aucun risque de se transformer. Mais voilà, comme tu disais, il y a cette fameuse protéine, mTOR, qui est la protéine du développement musculaire, qui est en partie inhibée par le travail d'endurance, et vu que l'essentiel d'un coureur, c'est de courir et donc d'avoir cette activité d'endurance, bah, globalement, le risque de devenir Arnold Schwarzenegger est quasi égal à zéro, même en faisant toutes les séances qu'il faudrait pour. Oui, oui. Et puis on se rend compte, vous en avez beaucoup parlé aussi avec Guillaume, que le poids, très souvent, notamment hein, chez les femmes, il y a eu de gros soucis par rapport à ça. Pendant un temps, on était persuadé qu'il fallait être très très maigre pour performer en course à pied. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et on se rend compte qu'on a des profils maintenant complètement différents qui arrivent à s'imposer sur la scène internationale avec des morphologies différentes. Donc ça, faut le rappeler aussi.
Je pense que Ça, c'est fondamental. C'est pour moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, mmh, parce que là-bas, je suis éducateur sportif, enfin, j'ai entraîné des jeunes, bien sûr. et c'est vraiment important. Alors effectivement, on le voit plus des problématiques d'anorexie mentale, notamment, chez les femmes, mais ça touche aussi des hommes, Oui, 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 faut bah, le j'ai un dire, athlète qui est et comme ça. c'est catastrophique, et souvent on est dans des engrenages, et on fait partie des engrenages qui tendent à dire, bah, plus on va être mince, plus on va être performant, et on voilà, il y a d'autres sports, hein. On sait que la gymnastique est aussi touchée par ce type de problématique, peut-être encore plus, Oui, heu, mais voilà, c'est alors souvent on prend un peu, on prend l'exemple inverse en me disant: «Oui, mais Fred, quelqu'un qui fait 120 kilogrammes, il va pas être performant». Évidemment, je sais enfin, évidemment, enfin, l'idée c'est pas de dire qu'à l'inverse, on voit bien le top niveau mondial, mmh, si on vit, si on a ces ambitions-là, voilà, qui a un certain rapport, poids-puissance, évidemment, évidemment. faut pas se mentir, mais il faut aussi respecter sa morphologie de base, parce que les uns sont plutôt fins et d'autres un peu moins, un peu plus trapus, un peu plus costauds, c'est comme ça. Il faut le respecter et pas chercher ça de manière absolue. Évidemment, mais évidemment qu'à un moment, un athlète de haut niveau, de niveau international, élite, va chercher à optimiser ce rapport poids-puissance. Évidemment, Bien sûr, et on le voit de toute façon, quand on commence à enquiller les bornes, de toute façon, prendre du poids de manière un peu vulgaire, ça devient même compliqué, même en mangeant beaucoup. Voilà, mais c'est pas une obsession à avoir, et maintenant on sait en plus, que le poids brut sur la balance veut pas dire grand-chose. oui, oui, c'est vraiment une question de composition corporelle aussi. Donc la masse musculaire, quand elle est efficiente, elle peut être intéressante pour le coureur. Bah écoute, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais justement une petite question à te poser par rapport à tes nombreux séjours en Éthiopie. Je sais que tu t'affectionnes particulièrement ce pays de par son histoire et tous ses athlètes. Et là-bas, qu'est-ce que tu as vu en préparation physique? Parce que c'est vrai que tout ce qui est Kenya, Éthiopie, on voit pas tout à fait ce qu'ils font en préparation physique. Je vois qu'ils font peut-être pas mal de steps, beaucoup de pliométrie, beaucoup de gammes. Est-ce qu'ils travaillent aussi vraiment sérieusement sur cet aspect-là, notamment la force maximale, ou c'est encore sous-développé dans ces pays? Ah, pour l'élite, c'est pas sous-développé. La Hmm, question, c'est en fait finalement de manière globale, enfin les installations permettent pas à à tout le tout le monde, monde, bien sûr. d'avoir accès à des salles. Donc la formation, on va dire la formation athlétique musculaire de base, des athlètes éthiopiens, comme tu l'as dit, c'est tous les exercices de pliométrie. Ils peuvent faire un nombre d'exercices, mais honnêtement assez hallucinant, et Hmm, passer, 30, 40, 50 minutes à faire que ça. Alors ça en plus, ça a une dimension cardio qui peut être assez intéressante par rapport à leur profil, mais dès qu'ils ont l'occasion, ils rentrent dans une salle. Honnêtement, ils ok, rentrent dans une salle pour travailler en charge additionnelle, voilà, clairement, et les athlètes, top niveau mondial, ils y mettent tous les pieds, hein, et ça depuis très longtemps. Il y a oui, une vraie culture de la condition physique, dans l'athlétisme éthiopien, mais qui notamment, et ça je l'ai appris récemment parce que je le savais pas forcément honnêtement, je l'ai appris très récemment, parce qu'en fait le premier grand coureur éthiopien que tout le monde connaît, c'est Bikila, ouais. Abebe Bikila, et en fait, c'était un militaire, et en fait, dans l'armée, voilà, comme dans toutes les armées globalement, on travaille sa condition physique, en fait, Bien et sûr. historiquement, les athlètes, de 1er plan en Éthiopie étaient dans l'armée, et même encore, ils sont dans des clubs qui sont liés à la police, à l'armée, ça fonctionne comme ça, c'est des clubs corpaux plus que des clubs associatifs, associations sportives comme on a en France. C'est un peu des clubs corpos professionnels, si je peux j'ai essayé de faire un parallèle. Donc c'est très lié à la police, très lié à l'armée, donc quoi qu'il arrive, il y a une dimension condition physique très importante, chez eux qui part de là, en fait. Parce qu'avant tout, les tout premiers étaient des militaires, et donc ça a été des exemples puisqu'ils ont réussi. Donc on les a pris en exemple. Hmm, très bien, très intéressant.
Et tu as remarqué du coup des similitudes ou des différences? Donc on parlait du coup beaucoup de pliométrie, mais par rapport à la préparation physique un peu plus française, est-ce que tu as remarqué justement des différences? Parce qu'on parle beaucoup, bon ça on va pas, c'est un sujet sensible, mais on parle beaucoup de la génétique, certes, des athlètes des hauts plateaux, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup à retenir de leur manière de s'entraîner, notamment leur préparation physique qu'on voit très peu. On les voit courir, on voit leurs résultats, mais on voit pas trop ce qu'ils font dans la salle justement. Et quelle différence notable ou similitude tu as pu retrouver chez les athlètes de haut niveau plus européens et plus des hauts plateaux par rapport à cet aspect préparation physique? Alors, pour moi, c'est un peu difficile cette question, parce que si on prend la France, par exemple, je Mhm. je suis pas sûr qu'encore à l'heure actuelle, on puisse encore parler. Peut-être ça c'est on en est dans les prémices, mais je suis Oui, pas encore sûr qu'on puisse parler d'une préparation physique à la française ou même à l'européenne, par rapport à la course à pied. oui, c'est vrai que c'est encore un sujet. Là justement, ça va avancer, c'est bien, mais oui. C'est, après la grande différence que je vois, honnêtement, c'est l'importance du travail spécifique pliométrique. C'est vraiment ce que tu as Mm. cité parce que même quand ils vont en salle, en fait, ils ne réduisent pas la partie, pliométrique, et exercices qu'on va qualifier de spécifiques, hein. Oui, C'est un peu aussi tout ce comme qui est ça la qu'on dit, PPS. voilà, voilà, ce que certains pourraient appeler APS. En fait, tous les mouvements qui vont rappeler des mouvements de course, mais qu'on fait par exemple les fentes Bien sûr. sautées, ce genre de choses, le travail sur step, beaucoup de travail de pied. Oui. Ils ont énormément de travail de pied. Ça, c'est peut-être une différence, Mm. alors ceux qui sont passés par les écoles d'athlé, dans l'athlétisme, français ou que ce soit, ont normalement eu ces écoles-là, ces écoles de travail un peu technique, travail de pied. Mais tous les gens qui se sont mis un peu plus tardivement à la course, et il y en a un paquet, hein, Bien sûr. voilà, mais on va prendre par exemple Jimmy Gressier qui a Oui. commencé, qui est notre premier, enfin un de nos plus brillants athlètes et qui était d'abord un footballeur. Donc lui, tout ce qui est école d'athlé, benjamin, poussin, ben, il a pas connu. Donc tout ce travail-là pendant des années, il l'a pas connu, même si j'ai aucun doute sur son maîtrise des gammes athlétiques. Et donc eux, ils ont énormément de travail de pied. Dès le plus jeune âge en plus. Voilà, et dès le plus jeune âge et tout le temps, et quoi qu'il arrive, et ils le gardent vachement intégré dans leurs séances de musculation. Les séances de musculation en Éthiopie, elles durent très longtemps. Moi, chose D'accord. que je fais pas, honnêtement. Moi, j'ai vu des séances qui duraient 2 heures et demie, mais 2 heures et demie parce qu'il y a tout, à un moment, on est un peu sur des exercices, on se croirait dans, je me rappelle plus cette émission des années 80 là, mais avec Davina, et j'ai oublié le nom de la Mince. seconde. Alors ça va parler aux gens de ma génération, et encore celle d'avant, mais on se croirait un peu dans Gym Tonic. C'est que des fois, Ah oui, je la vois. salle de musculation, ils se mettent à faire des exercices, on se dit: Ouais, un «Ouais, mais peu ça, on est un cardio peu». fitness. Exactement, on se dit: «Tiens, je suis plus dans une séance de musculation», et Ouais, honnêtement, je c'est comprends. assez surprenant, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Honnêtement, ils alternent vraiment, des exercices en charge additionnelle avec, après pendant, 10-15 minutes, ce travail qu'on va appeler, cardio fitness, honnêtement. Ok, ouais, super intéressant. Bon, bah, c'est justement l'idée que j'en avais. Donc, effectivement, je trouve que il y a énormément de pliométrie et je pense que c'est l'un de leurs secrets aussi, peut-être. Leur élasticité tendineuse, elle doit être vraiment impressionnante. Et le rebond, la qualité de pied au sol. Et Ouais, beh, moi, honnêtement, je pense que c'est un tout. En bien fait, sûr, voilà, il y a évidemment, tu l'as évoqué, il y a la question génétique, enfin, bon, faut oui, pas se la faire ça, à c'est l'envers. indéniable, Heu, mais il n'y a pas que mais c'est ça. la même chose chez nous, hein. Il y en a Et qui oui, sont mieux dotés par la nature, ou en tout cas par la génétique, pour la course à pied que d'autres. Il y a le fait que c'est culturel aussi. bien sûr, Enfin voilà, c'est culturel. Ils sont, voilà, ils sont forts en endurance, mais on voit qu'en vélo, qu'il y a un autre sport d'endurance où il y a un aspect technique et culturel. Enfin, on le voit dans différents sports. La dimension culturelle, qui est liée à un sport, elle est hyper importante dans le fait de pouvoir faire émerger des élites. Et après, il y a leur méthode de sélection, hmm, c'est-à-dire leur école de formation, si on peut dire comme ça, de manière assez brutale. Et je pense que c'est la même chose au Kenya. Moi, je suis allé une fois au Kenya, donc je peux pas trop parler, mais de ce que j'en comprends et de ce que j'ai pu voir, c'est un peu le truc de la boîte d'œufs, hein. On oui, balance une boîte d'œufs, contre un mur, et l'œuf qui résiste, bah, c'est le plus résistant, c'est le plus fort, et c'est un peu comme ça chez eux. Enfin, il y a énormément d'athlètes qui s'entraînent comme des dératés, d'une manière qui serait pas du tout acceptée en France, hein. Enfin voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de bien casse, sûr. mais ceux, entre guillemets, «qui survivent» à ça, Ouais, c'est ça. c'est les plus Bah forts. oui. Et du coup,
Mais parallèlement, en France, on a la même chose dans les centres de formation de foot, hein. Enfin, je veux dire, le nombre de jeunes qui passent par les centres de formation de foot et le nombre qui finissent footballeurs professionnels et encore plus footballeurs professionnels top niveau mondial, il y en a très peu et mais cet écrémage, il se fait, il se fait Mmh. dans voilà, on accepte ça entre guillemets, et je tire pas, hein, sur le football évidemment, mais on fonctionnerait de la même manière en athlée. Je voilà, je pense que ça serait moins accepté dans notre société. En Éthiopie et au Kenya, ils fonctionnent comme ça, Mmh. clairement. Non, mais c'est intéressant de le rappeler, et c'est vrai que faut pas toujours prendre pour argent comptant ce qu'on voit, parce qu'il y a énormément d'échecs derrière. C'est Ça, c'est important de le rappeler. C'est marrant parce que je prends souvent la même image que toi par rapport à la boîte d'œufs, notamment pour des coureurs amateurs qui souhaiteraient reproduire les élites en voulant faire beaucoup de volume et compagnie. Voilà, faut pas oublier il y a du bagage derrière. Déjà de une, on fait pas ça du jour au lendemain, et on n'est pas tous égaux sur ce plan-là. Très bien. Bah écoute, parenthèse refermée par rapport à ça. Là, ce que je te propose, c'est justement de rentrer un petit peu dans le détail. C'est vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, je pense, pour le plus grand nombre, hein. C'est la planification de la préparation physique pour un coureur. Donc là, justement, on va prendre un coureur de niveau moyen. Comment tu articulerais dans une saison type, toi, ce travail de préparation physique? Donc j'imagine avec plusieurs cycles, hein, c'est ce on va parler, un développement de la force maximale, de l'explosivité, de l'endurance de force, etc., etc. Couplé, pourquoi pas, on va en parler aussi justement à un travail de pliométrie. Mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu pourrais conseiller dans une planification Bah, ce que je pourrais conseiller déjà, c'est d'en avoir une. C'est, c'est c'est bête à dire, mais souvent, on voit déjà que ceux qui font l'effort de faire de la musculation, de faire de la prépa physique, de la PPG, comme tu le disais, font un peu toujours la même chose toute l'année, Oui, ce qui pour moi est totalement inutile. Je prends souvent cet exemple, c'est comme si en course à pied, par exemple, vous faisiez que, de la VMA courte, bien comme on sûr. dit, toute l'année. Bah, à un Ouais. moment, vos capacités de C'est un développement et plafond de d'adaptation, verre elles à un vont être moment donné, limitées. si on n'augmente pas Voilà. les seuils, et, ouais, c'est sûr. Voilà et si on n'alterne pas le type de cycle, des cycles fonciers, des cycles spécifiques, des cycles vitesse, des cycles génération et en fait, là, pour moi, la prépa physique doit suivre la même Oui, logique. oui, bien C'est-à-dire, on sûr. ne fait pas toute l'année, toute la même chose, évidemment. Mais déjà, avoir conscience de ça, c'est un premier pas qui est vachement Ben, important. c'est justement ce qu'on va aborder, c'est les cycles course à pied, j'ai oublié de te le dire, mais vraiment cycle course à pied et musculation en même temps. Voilà, comme ça va parler au plus grand nombre. Par exemple, quelqu'un qui est en préparation générale marathon, qu'est-ce qu'il va faire? Préparation spécifique, même la phase d'affûtage, hein, d'ailleurs, qui peut être intéressant quand même de conserver, j'imagine, un petit peu de préparation physique de manière fine pour pas arriver cramé le jour J. Mais voilà un petit peu l'idée, c'est vraiment dans une cohérence avec la course. Alors, honnêtement, pour moi, la prépa physique, c'est quelque chose qui accompagne la course. Hmm, La prépa physique pour un coureur, bien sûr. évidemment. Du coup, partant de cette affirmation que j'ai en tout cas de ma vision, la prépa physique, le cycle de prépa physique doit correspondre au cycle d'entraînement du coureur, le cycle course, on Bien va dire. sûr. Heu, donc il faut qu'il y ait une cohérence entre les 2, et notamment par rapport aussi à l'objectif final. Donc pour schématiser, parce que, c'est toujours Tout le monde délicat, est différent, bien sûr, bien sûr. voilà, tout le monde est différent, on individualise l'entraînement, c'est quand même ça la clé de l'entraînement, c'est Bah oui. l'individualisation. C'est pour ça qu'on me voit très peu, que ce soit dans mes interventions ou sur les réseaux, donner des trucs Non, types, on peut dire: «Ah, pas. 5 Ouais, répétitions ouais, de ça et tout». c'est un Je suis pas à l'aise avec ça. Bien sûr, on peut faire un canevas général et on sait qu'on va pas excuse-moi de parler comme ça, mais on va pas faire trop de conneries. Mais si on veut vraiment optimiser, hmm, bah, faut que ça soit fait, faut que ça soit évidemment. individualisé, aux petits C'est oignons du comme on cas dit. par cas. Mais globalement, on est en phase de reprise. Moi, j'aime bien fonctionner à poids de corps, Mhm. et sous format circuit training parce qu'il y a une dimension cardio un peu, donc on va avoir pas mal notamment d'exercices, pliométriques, mais pas que. On peut faire des air squats, enfin voilà, les air squats, c'est comme le air guitar, je fais du squat, sans charge pour ceux qui connaissent pas, mais voilà, je fais le mouvement. Tous les mouvements, on les fait, sans charge additionnelle, à poids de corps, et d'une manière assez dynamique.
Moi, j'aime bien le format Tabata, Oui, pour ceux très qui intéressant. connaissent pas, ça a été développé par un japonais, monsieur Tabata. Alors je connais plus son prénom, mais voilà, et du coup, c'est, sur 4 minutes et sur 4 minutes, tu alternes 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Mmh. Voilà. Donc tu as 8 répétitions sur 4 minutes, vous l'avez bien compris, et du coup, bah, l'idée c'est de se faire moi ce que j'aime bien faire, hein, des Tabata par thématique, parce qu'évidemment un Tabata c'est 4 minutes. Si on se fait une séance de renfo et qu'on met plusieurs Tabata, on va pas faire une séance de renfo avec un seul Bien Tabata sûr. et la séance se finit, parce qu'une séance c'est un peu plus long que 4 minutes quand même. Mais du coup, par thématique, par exemple, pour faire, les jambes, les bras, abdos gainage ou, mixer, enfin, ça me paraît pas pertinent, de faire un Tabata avec le même exercice répété pendant 4 minutes, honnêtement. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir Mixer, justement mmh. varier les sollicitations. Donc voilà. Donc moi vraiment quand on est en phase de reprise, c'est pour moi c'est vraiment ça qu'il faut faire. Après quand on est dans une phase de préparation Mmh. générale, cycle, je ne sais plus comment on dit, parce que moi j'emploie jamais ce terme-là, mais je sais qu'on avait une terminologie particulière à la fédé dans les formations. Ouais, je pense que c'était, ouais, ça devait être, préparation générale d'ailleurs. Bref, là je suis vraiment plutôt sur du travail de force explosivité. Alors pour ceux, qui voient pas trop de quoi je parle, la force explosivité, en musculation, on va être autour de, 90 allez 85-90 de ce qu'on appelle le Mmh. 1 RM en muscu. Alors le 1 RM, c'est sur un mouvement, et c'est votre maximal. C'est la charge que vous êtes capable sur un mouvement, de ne réaliser qu'une fois. Mmh. Par exemple, je prends un squat, mon RM il est à, on va dire, allez, je vais me la raconter un peu alors que c'est totalement faux, il est à 160 kilogrammes. Heu, C'est-à-dire que si à 165, je suis pas capable même de le faire une fois, c'est que 160 c'est mon RM. Alors ce qui nécessite, quand on fait de la musculation, d'avoir un certain nombre, de mesures. Après, quand on a un préparateur physique un peu aguerri, c'est comme la course, on n'a pas besoin de faire tous les tests pour savoir à peu près ce qu'on va donner comme charge à Bien l'athlète. sûr. Au début, enfin, faut aussi être honnête, on en parlait, un coureur amateur de niveau moyen, enfin, il va pas s'engager dans un truc où il va faire son RM pour tous les exercices. C'est en plus, honnêtement, c'est excuse-moi de le dire comme ça, c'est chiant à mourir à Mmh. faire parce que tu prends un exo et tu montes de 5 en 5 puis après Oui. de 1 en 1 pour voir où est ton max. Ça te prend un temps fou, il faut que tu sois accompagné. Bon, de manière pratique, voilà, mais en gros, c'est 90 voilà, la force explosivité. Après, quand on rentre dans les cycles spécifiques, ça dépend des cycles spécifiques. Moi, je vais prendre la prépa Mmh. marathon. Moi, je suis plutôt, pour axer de manière, on va dire prioritaire sur l'endurance de force. Parce que j'estime que notamment, il y a un travail d'endurance de force. Enfin, c'est ça qui va être prioritaire par rapport à la course. Après tout ça, c'est vraiment des choix d'entraîneur, de préparateur physique parce qu'en fait, ça a pas été étudié. Oui, oui, Donc oui, oui, à un bien sûr. moment et c'est ça qui est intéressant, c'est parce C'est un que, pris parti à heu chaque fois de savoir, un moment, quand on est entraîneur, quand on est préparateur il physique, y a on des fait des choix à choix. faire. Ils sont bons, ils sont mauvais, mais on fait des choix. Et mon choix, moi, c'est celui-là. Mais ça veut pas dire non plus qu'un marathonien qui est dans sa prépa spécifique ne fait pas de charge max ou de force explosivité. Il en a toujours un Bien peu. sûr, C'est des comme rappels. voilà, un marathonien, il fait pas que de l'endurance et de la vitesse spécifique marathon en course. Des fois, il met de la VMA, des fois, il met de la VS10, voire de la Bien sûr. VS5, voire du seuil. Voilà, il mixe et ben, la muscu, ça va être le même. Donc moi, quand je dis un cycle qui va être un peu axé, endurance de force, c'est que ce sera la f on va dire la musculation prioritaire, mais il y aura quand même, du reste, il y aura de la force max, de la force explosivité, bien évidemment. Un coureur de 5, de 10, à l'inverse, je vais plutôt le mettre en force max, Oui, oui, oui. sur son travail. Mmh. Voilà, donc après le cycle, il s'adapte vraiment, bah, au le cycle de musculation, le cycle de prépa physique, au cycle de course à pied, en fait. Très bien. Parfait. Et justement, pour ceux
connaîtraient pas trop parce que je pense que pour la plupart des gens encore c'est encore un petit peu flou quand on parle force maximale, explosivité, endurance de force. Est-ce que tu pourrais donner de manière très concrète et très simple hein, quelques différences donc tu en as parlé dans la charge par exemple, mais dans le timing, dans l'exécution, dans les amplitudes, pour que les gens puissent avoir quelques exercices qu'on va réaliser en force maximale, en endurance de force et puis en spécifique, ça peut même en explosif, pardon, ça peut même être les mêmes exercices. Hein. Par exemple, avec le squat, on voit effectivement des variantes très très différentes. Hein. Le squat profond, le squat complet, le squat explosif. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça pour que ça parle aux gens vraiment cette différence de qualité, donc force max, force explosivité, endurance de force. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, tu vois, je te parlais de l'intensité par rapport au 1 RM, c'est en fait, ça fonctionne comme la course. C'est-à-dire qu'à 100 on est en VMA, enfin 95-100 on va dire en VO2 max VMA, vers 90-92, alors en moyenne, hein, on va être sur l'allure spécifique 10 km, 85-87 sur le seuil, 80 allure marathon, endurance active, endurance fondamentale. On a à peu près le même spectre, en course à pied, en musculation. On a à peu près le même spectre en musculation pour la course à pied. C'est-à-dire que l'intensité, comme en course à pied, elle va déterminer le nombre de séries et le nombre de répétitions dans une série. Parce qu'en musculation, pour le coup, en course, on va par exemple faire 10 fois 400 à 100% ou à 98-100%, mais on va faire une série 10 fois. Ou voilà, là je parle on va dire des athlètes moyens entre Mhm. guillemets. Euh, Sans que ça soit péjoratif, attention, hein, mais là, je voilà. Et en musculation, on ne fera jamais. Il y en a qui prônent, la série unique, mais c'est très particulier. Là, on est Oui, déjà dans le monde de la force très particulier, donc quand on fait de la c'est prépa Frank physique, Ropers qui faisait beaucoup on ça. voilà, on rentre enfin voilà, on fait pas de la musculation, même si techniquement on le fait comme, mais on fait pas de la musculation comme en fait un haltérophile ou quelqu'un qui fait un Bien sport de sûr, force. Ça, faut c'est aussi comprendre. différent. Comme quelqu'un qui fait du judo fait pas de la course à pied pour travailler son cardio, comme le ferait un spécialiste de marathon. C'est pareil, donc bref. Et donc, par exemple, quand on va travailler en force max, à 100 comme tu dis, on peut prendre le même Bien exercice, sûr. et c'est la charge additionnelle qu'on va mettre qui va, du coup, faire par exemple, on travaille en force max, j'ai 2 répétitions, j'ai 5 séries et entre chaque série, j'ai peut-être 3-4 minutes de récup. Là, c'est vraiment la Si je travaille en force. force explosivité, je vais être allé à 90. 90, je vais faire des séries, pareil, on va dire, je vais partir sur 5-6 séries. Dans chaque série, je vais avoir entre 4 et 6 répétitions et pour le coup, j'aurai plus que 2-3 minutes de récup. Je passe en hypertrophie, ce qui va pas forcément être très utilisé en course, mais on peut toujours, on en parlera si tu Mhm. veux. L'hypertrophie, c'est la prise de masse. On va être entre 80 et 85. On va travailler sur 5 à 8 séries. Dans chaque série, il y aura 8 à 10 répétitions et là, on aura 1 minute 30 de Là, on récup met en du gros. volume. Ouais. Voilà. On passe en endurance de force, un peu comme un footing finalement, l'endurance de force. Je vais être à, allez, 70 de mon max, voire 60. Je vais avoir, 5 à 10 séries et dans chaque série, j'aurai 15 à 30 répétitions et j'aurai 30 secondes à 1 minute entre chaque série. Ok. Voilà, c'est en gros, c'est ça. À partir du même exercice, par exemple, on peut faire ça, le squat. C'est-à-dire que, voilà, si par exemple, ton max au squat, c'est 100 kilos, bah, en force max, tu seras à 100 kilos, 98-100 kilos. En force explosivité, tu travailleras à 90 kilos, en hypertrophie à 80 kilos, et en endurance de force à 60, 70 kilos. Mhm. Super intéressant. Et du coup, dans l'exécution, dans les timings, ça c'est vrai qu'on voit beaucoup justement, hein, c'est une interrogation que j'ai. On voit beaucoup d'athlètes en fait faire des demi-squats ou des quarts de squat, notamment à très haut niveau. Moi j'avoue que je comprends pas toujours l'intérêt, mais quel est ton avis par rapport à ça, justement, dans les amplitudes et les timings? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de façons de faire un squat. Hein. On peut même travailler que l'excentrique de manière très 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 lente, poser la barre et puis ainsi de suite. On peut travailler en squat vraiment profond. Mais pour le coureur, de manière générale,
qu'est-ce que tu pourrais conseiller, si je puis dire, parce qu'il y a tellement de variantes, on est obligé d'en retenir quelques-unes. Si tu pouvais en retenir par exemple trois, deux, trois, qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour le commun des mortels, évidemment. Bah, honnêtement, alors déjà, pour moi, une forme d'alerte sur ce qu'on voit sur les réseaux, c'est on voit qu'une partie. Des fois, moi, on m'envoie des trucs, hein, mais pour la musculation ou Bien autre, on me dit: sûr, «Mais tu en penses quoi?» Je dis: «Mais moi, j'en pense rien parce on que je n'est sais pas dans pas ce la qui a été fait planif, bien avant, sûr. après, ce qui a été fait dans la semaine, quelle était l'idée de l'entraîneur». Donc honnêtement, je vais pas m'amuser à juger. Je peux juger, à la rigueur, l'exécution technique, Oui, en disant: «Pétard, ouais. ouais, ça me paraît un peu moyen», enfin, mais bon. Mais pourquoi il a choisi ça plutôt que ça? Honnêtement, c'est son entraîneur, c'est son préparateur physique qui le sait parce qu'il sait ce qu'il a fait par ailleurs. Il sait peut-être la séance de course qu'il met derrière et qui va venir bonifier tout ça, donc c'est ultra Hmm. compliqué. Donc du coup, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, je dirais aussi que la manière de faire si on prend le Hmm. squat, dépend aussi du cycle. Oui, bien sûr. Peut-être que tu as des cycles où tu vas avoir besoin d'être plus spécifique, donc le squat profond, le squat complet, peut-être s'imposera moins. Pour moi, c'est quand même important de l'inclure Oui, oui, à oui. un moment dans ta planification, et je pense que le développement général et le développement foncier sont des moments, plutôt opportuns pour un coureur, hein, pour faire du squat profond. Heu, le quart de squat, je le comprends moins. Je vais être franc parce que je trouve qu'on n'utilise pas grand-chose. Mais souvent, quand on fait du quart de squat, c'est qu'on va avoir un travail explosif. Souvent, on va le faire avec un rebond derrière, Oui, avec un petit travail flexion plus mollet derrière, souvent ils finissent. et on le voit plus. Moi, ce que j'ai pu observer, hein, sur les réseaux, quand je le vois, c'est souvent des gens qui font du Oui, demi-fond court sur la piste. Donc c'est-à-dire des coureurs de 800-1500, et je trouve que c'est assez cohérent avec la dynamique de les spécificités de leur discipline. Qu'un marathonien fasse du quart de squat, ça m'interrogerait plus. En période spécifique, ça m'interrogerait plus. S'il est sur une période un peu particulière, développement, force, hmm, explosivité, et que derrière il va taper des côtes, ouais, ça me paraît cohérent. hmm. Heu, pour moi, s'il faudrait en retenir un du coup, de manière un peu Oui, le voilà le schématique, plus universel. C'est vrai que les gens le sont souvent perdus le sur le. le demi squat, moi, me paraît Hmm, intéressant parce qu'en plus, je veux pas dire c'est le plus pratique et c'est le plus alors sécurisant c'est ce que aussi. j'allais Parce qu'un dire, squat effectivement. profond, un squat profond, faut aussi quand Je même le pense que ça maîtriser. fait peur, c'est ce que Faut j'allais dire. Et même voilà. à haut niveau, Non, hein, je pense que ça fait peur de descendre complètement avec une charge très lourde. Tu vois? et puis il faut être Il faut capable. être capable. Il faut être capable, et c'est pas qu'une question, du coup musculaire, et là on aborde une autre dimension La de la prépa mobilité, physique, c'est aussi une question de bien sûr. mobilité. Mobilité de cheville prioritairement, mobilité de hanche aussi. Il y a des gens, ils ont pas la mobilité nécessaire, pour mettre leurs fesses quasiment au niveau des chevilles. Même sans charge, même Bien sans sûr, rien. bien Il y sûr, en bien a sûr. avec pied à plat, hein, je parle Ah, pied ça à met plat du temps. Moi, je évidemment sais que parce j'ai que, mis des voilà. années, hein, pour avoir une bonne mobilité de hanche, cheville, bien sûr. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, c'est la capacité technique à. Hmm. Et c'est pour ça que honnêtement, un demi squat, moi, je pars quand même du principe que tout le monde est capable de C'est faire un demi squat, voilà. Et du coup, bah, voilà, travailler en demi squat, c'est pas pour un coureur, c'est pas honteux, c'est pas du genre, ah bah, voilà, il se la coule douce parce qu'il veut bien sûr. non, voilà, et voilà, quand on fait du squat profond, squat complet en charge lourde, en plus, il faut toujours être avec quelqu'un, hein. Moi, voilà, j'en profite pour faire une petite Oui, alerte. Quand vous travaillez en charge lourde, quels que soient les exercices, d'ailleurs en exercice en charge libre, c'est-à-dire pas sur machine, ayez toujours quelqu'un pour parer, qui soit là, qui vous accompagne et qui fasse gaffe parce qu'un accident, c'est vite arrivé, donc vaut mieux éviter. mmh. Voilà. Super, parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait justement plus ou moins le tour sur les différents cycles qu'on pouvait travailler en préparation physique. Là, on va s'intéresser, bon, brièvement, parce que c'est vrai qu'on pourrait s'étendre dessus, mais aux autres sphères de la préparation physique, et notamment, on a commencé à en parler, un sujet qui me passionne énormément, c'est la mobilité. Donc, je voudrais savoir si c'est des choses que tu mets en place déjà pour tes athlètes et que tu pourrais conseiller pour tous les coureurs. Moi, je sais que personnellement, ça m'a beaucoup aidé pour les problèmes de dos, de genoux, de hanches, etc. Mais quel est ton avis par rapport à ça? C'est vrai qu'on voit aussi énormément de variantes de mobilité. Donc, si on pouvait synthétiser un petit peu l'intérêt du travail de mobilité pour le coureur.
Alors pour moi déjà, il est fondamental ce travail-là, honnêtement, mais moi j'ai découvert ça tardivement. Mmh. En fait, j'ai vraiment je connaissais la mobilité, voilà, mais j'ai pris pleinement conscience de son intérêt, de son bénéfice surtout, plutôt tardivement honnêtement. J'étais déjà lancé dans la prépa physique, mais voilà, c'est comme ça, c'est il y a 15 ans, on parlait pas de mobilité, il y a 10 ans avec l'émergence du CrossFit, faut lier ça aussi, hein, enfin, à part évidemment ceux qui font des sports de force vont me dire: «Mais Fred, il dit n'importe quoi, il exagère». C'était connu avant. Oui, c'était connu dans certains Eh oui. milieux, mais globalement, à grande échelle, avant l'essor du cross training, du CrossFit, je veux dire, on parlait pas beaucoup de mobilité, malheureusement, malheureusement. Et moi, je vais résumer ça, un peu à comment comment, Thibaut, avec qui j'ai coécrit le livre, qui est un kiné spécialiste du sport et notamment de course à pied et préparateur physique également, moi, me l'a expliqué et du coup, le jour où il me l'a expliqué, je me suis dit: «Mais je savais que c'était important, mais maintenant je sais que c'est essentiel». Mmh. En gros, il me dit: «Bah, regarde ta mobilité de cheville, bah, en fait, plus ta cheville elle va être mobile, plus tu vas être en capacité de mobiliser l'ensemble de ton mollet», je vais dire mollet, hein, pour que ça parle à tout le monde, même si c'est pas le nom anatomique, officiel et académique, hein. Je préfère le préciser parce qu'après il va y avoir des Oui. commentaires: «Ouais, il connaît même pas le nom, gna gna, c'est le solaire, triceps sural, gna». Bon bref, excuse-moi cet aparté donc on va dire le muscle du mollet pour parler à tout le monde et ben, en fait, quand tu as une bonne si tu as une mobilité limitée de cheville, tu vas pas être en capacité de totalement le solliciter et le mollet, par exemple, hein, c'est de là que part notre mouvement de course, donc bonne mobilité de cheville, mobilisation complète du mollet, donc efficacité de course accrue, optimale. Voilà, là j'ai pris l'exemple pour le mollet et globalement, ça vaut pour tout. Mais tu en parlais aussi, la mobilité de toute façon, ça a des bienfaits, même en termes de santé générale par rapport à l'athlète. Bien sûr. On peut le schématiser comme ça, je sais que certains spécialistes vont encore hurler, mais voilà, il faut aussi qu'on se fasse comprendre, on déverrouille les articulations. Pour que les gens comprennent bien, lorsqu'on parle de mobilité, un peu des fois la différence, qu'on peut faire avec la souplesse et les Mmh. étirements. En fait, un étirement, c'est on allonge une fibre musculaire, c'est ça, on tire sur une fibre musculaire ou un ensemble de fibres musculaires ou des chaînes entières, par exemple chaîne postérieure et on les allonge. Comme ça, parce que le muscle est élastique, on l'allonge, tout simplement, globalement. Alors que la mobilité, on joue sur les angulations articulaires et on essaye d'avoir l'angulation articulaire la plus grande possible. En fait, ça donne une amplitude de mouvement accrue. Être plus mobile, c'est avoir une am on peut le résumer comme ça. Quelqu'un de mobile, c'est quelqu'un qui a une amplitude articulaire de mouvement, absolue. C'est-à-dire que le corps pourrait pas, entre guillemets, «pas faire plus». Après, maintenant, il y a tout un tas de courants, notamment quand on le voit sur les réseaux, mais ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas forcément la vérité, mais des fois ça l'est, attention quand même. C'est que certains vous disent: «Oui, mais alors s'il y a pas des contraintes de charge, de force, c'est pas vraiment de la mobilité, Oui, c'est on gna entend gna, beaucoup c'est ça, c'est la la mode de nouvelle mode un l'échauffement, peu de maintenant. l'étirement». Ouais, enfin, tout dépend le niveau, C'est tout ce que dépend le j'allais dire. niveau, OK, je suis, haltérophile, et sur le squat, je fais 260 kilogrammes, squat complet, ou sur le snatch, bah, oui, effectivement, si je fais de la mobilité juste, sans contrainte, de force, ça va pas être très pertinent. Si je suis Jean-Paul, mon voisin, qui, fait, du run, 3 fois par semaine parce qu'il aime bien et que ça lui change les idées, des fois il fait une course parce qu'il trouve ça sympa, il y va avec les copains et tout et que ça lui fait du bien. Bah, s'il fait juste de la mobilité de cheville avec un exercice classique de flexion de cheville avec le genou qui avance par exemple contre un mur, et sans en veillant à ne pas décoller le talon, pour travailler cette mobilité-là et bah, c'est très bien, c'est déjà top de le faire donc il faut aussi savoir pondérer en fonction du niveau des personnes, Mmh. honnêtement. Mais pour répondre à la question, c'est essentiel et fondamental et évidemment on le travaille parce que, ça peut même être intégré, pour moi, la mobilité, dans les,
dans les process Bien d'échauffement sûr. avant séance, mais même de footing, hein. Quand je dis de séance, même avant un footing, faire un peu de mobilité, vous en faites 5 minutes, 10 minutes si vous aimez vraiment ça. Vous avez pas besoin de faire 40 minutes de mobilité et bah, c'est très bien. Les hanches, les chevilles, les genoux, voilà, un peu le haut aussi, c'est voilà. Ça peut être intégré et souvent, bah, justement, ça permet d'avoir une autre et sur les séances un peu exigeantes, ça permet d'optimiser la Ouais, séance. carrément. Ouais, bah moi j'ai vraiment mis en place en fait une routine de 10 minutes, un quart d'heure où on va vraiment faire de la mobilité. Ensuite, l'activation musculaire que j'aime bien faire avec une bande élastique pour activer un peu tous les groupes musculaires avant la course. Et ça, je pense que c'est intéressant et c'est un peu sous-estimé. Ça, on commence à en parler de plus en plus, bah, justement grâce à des personnes comme toi hein, qui véhiculent vraiment tout ça. Et c'est important. C'est pour ça que je voulais en parler aussi de la mobilité, parce que c'est sous-coté, que ce soit à la fois, on l'a dit, hein, dans une notion de performance, mais surtout pour la santé. Pour la santé des articulations, pour bien vieillir, c'est important. C'est important. Voilà, c'est tout, voilà, c'est comme tout le travail parce que c'est tu l'as dit, hein, mobilité, activation musculaire et dans l'activation musculaire, il y a aussi le travail de gamme Bien sûr. qui peut être à la fois un travail d'échauffement ou un travail technique qui peut être les 2 suivant comment on fait les gammes. Donc c'est des choses, on passe un peu outre souvent, Ouais. et notamment quand on n'a pas eu cette j'en parlais tout à l'heure, cette culture athlétique, on n'a pas été dans les écoles d'athlé, on n'a pas commencé l'athlé jeune, heu et bah, en fait, souvent, on fait notre échauffement, et puis tout de suite, on se met à courir, d'entrée, machin, on fait sa séance, et le retour au calme à la rigueur, bon, même si ça, on sait que le bénéfice Mhm. est, on va dire, est assez réduit, mais voilà, il y a pas tout il y a pas tout ce entre guillemets, «tout ce cérémonial» où, bah, je fais un peu de mobilité, je fais de l'activation musculaire, je fais mes gammes, machin et après je rentre dans ma séance et pourtant c'est essentiel pour optimiser la séance et bah, on va dire entretenir le corps, sur la durée. Parce que c'est ça aussi, hein, finalement. Oui, c'est duré. Parce que certains vous diront: «Ouais, mais ça passe, moi je fais ça depuis 15 ans, machin». Puis vous croisez la personne 10 ans après, ça fait 25 ans qu'elle fait de l'athlé, elle dit: «Oh, j'aurais dû Ah, quand même à les un moment en rêveurs se faire». déplacent, ouais. Non, c'est sûr. Bah, écoute, il nous reste plus qu'un sujet un petit peu sensible aussi à aborder justement, c'est les étirements. On entend un peu tout et son contraire. Moi, je suis persuadé qu'ils ont une utilité, mais tout dépend bah, comment, pourquoi et quand on va les placer, hein. C'est le plus important. Mais c'est vrai qu'on entend souvent, bon, faut pas s'étirer après une séance de haute intensité. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pas d'étirement prolongé. Mais par contre, ne pas confondre mobilité et étirement. Tu vois, c'est tous ces choses-là qu'on va éclaircir un petit peu pour nos auditeurs, parce que c'est vrai qu'on voit toujours, on a toujours dans l'inconscient collectif le coureur lambda, hein, c'est pas péjoratif, mais qui va étirer ses ischios sur la fameuse barrière après un footing. Bon, je suis pas persuadé de l'efficacité de tout ça, mais quel est un petit peu ton avis, toi, sur les étirements et puis comment les utiliser concrètement sur une semaine type pour un coureur euh, amateur, on va dire. Alors, pour moi, déjà, les étirements sont essentiels à la pratique de la course. Voilà, je moi, je j'ai tranché l'histoire, c'est ça. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, c'est quel étirement, comment et quand? C'est en fait, c'est ça la vraie question de l'étirement, elle est autour de ça. Bien sûr. C'est quel type d'étirement et à quel moment je On le peut pas fais et remettre en comment cause je le fais. l'utilité, ça c'est évident. C'est évident. Voilà, donc ça et aussi ce qu'on en attend, Oui, oui. parce que beaucoup aussi faisaient des étirements. Il y avait quand même cette idée-là. Moi, je commençais tu vois, la course il y a un certain nombre d'années et moi quand je commençais, on disait: «Bah, pour pas avoir de courbature, faut s'étirer». On sait maintenant que ça change rien au phénomène de courbature, donc voilà, mais c'est pas parce que ça a pas d'effet sur les courbatures que c'est inutile non plus. Voilà, pour moi, si on peut un peu schématiser, je vais ranger les étirements en 2 gros blocs. Heu, il y a tout ce qui est étirement dynamique, alors activo-dynamique et balistique. Super important. Ça, on Mhm. va dire que c'est 2 sous-groupes qui peuvent être intégrés dans Bien sûr. l'échauffement, notamment quand on a des sons spécifiques. Allez voir des gens qui font du demi-fond court, du 800, du 1500, même, du 5000 ou des séances intenses sur piste, ils vont faire des étirements Toujours, ouais. balistiques. Mhm. Voilà, heu, donc ça peut être intéressant. Avant d'aller faire une séance au seuil, c'est pas forcément intéressant de faire des étirements balistiques, activo-dynamiques à la rigueur. Voilà. Donc il y a cette partie d'étirement, qu'on pourrait appeler active dynamique. OK. En dehors des séances d'entraînement,
ces étirements-là n'ont pas d'intérêt, honnêtement, voilà. Et les étirements dits passifs, le truc dont tu parlais, je mets ma jambe sur la barrière. Alors, des fois ils la mettent tellement haute que les gens sont pas bien et tout, mais voilà, bon, vous avez même pas besoin de la mettre sur la barrière. Vous mettez sur un banc, qui est en dessous de la hauteur de hanche, c'est déjà suffisant pour étirer notamment Ischio, la jambier, chaîne ouais. postérieure et les ischios. Bon, ces fameux étirements où on va tenir la position une trentaine de secondes, voire plus, Heu, pas avant les séances, c'est d'aucune utilité, voire ça, c'est ce qu'avait montré Cometti dans son étude qui avait lancé la Paraîtrait que polémique sur ça les inhibe un petit étirements. peu la fonction musculaire pendant l'effort à haute intensité, ouais. On réduit la Ouais. force musculaire, visiblement on désactive, on va dire des capteurs de sensibilité et c'est pour ça que Cometti avait dit: «Les athlètes se blessent» parce qu'en fait mais il avait eu un protocole, alors je le fais très vite, hein, pour ceux que ça intéresse, d'études où, les gars, ils faisaient, quasiment, chaque position, ils la tenaient 1 minute, et puis la séance d'étirement passif avant la séance, hein, elle durait quasiment 20 Oui, minutes, donc des choses qu'on ça a voit été jamais. poussé un petit peu, Donc les mecs, ils avaient leur capteur de sensation inhibé, donc ils allaient plus dans le rouge, ils se blessaient plus évidemment et en plus ils avaient moins de force musculaire, donc évidemment. Donc partant de là, il y a c'est de là qu'est partie en fait l'histoire le que les débat, étirements ouais, c'était ouais, ouais. Mais à voilà, tort, il y a beaucoup de gens du coup qui n'en font plus et c'est pour ça que c'est voilà. important. Mmh. Alors pour moi, c'est en dehors des séances et c'est, éloigné même des Oui, footings, oui. mais pour une raison simple, on peut faire après les footings honnêtement parce que parallèlement aussi, on a eu un moment de dire: «Ouais, quand on fait des étirements passifs après séance intensive et tout, on a déjà des micro-lésions, on risque d'agrandir et tout». Ouais, mais Faut alors faut forcer, tirer comme un voilà, c'est boucher ça, pour faut forcer dessus. faut tirer comme un boucher pour se enfin, il y a moi j'ai grandi avec l'idée qu'on faisait des étirements, après les séances pendant, 15 ans entre guillemets «de carrière Ça a pas sportive», empêché. j'ai fait jusqu'à ce qu'on prenne et c'est voilà, je me suis pas plus blessé donc il faut vraiment y aller comme un boucher. Mais par contre, pourquoi moi je préconise de le faire en dehors des séances d'entraînement? C'est qu'en fait quand le muscle est chaud, l'étirement il va essentiellement se faire sur la fibre musculaire. Et ce qui est logique, ce qu'on recherche d'ailleurs. Mais lorsqu'on va étirer à froid, Mmh. alors du coup, évidemment, quand on va à froid, l'amplitude d'étirement, elle sera moins Amoindri, oui, puisque importante. On va y aller plus progressivement. Je le dis quand même, hein, parce que voilà, parce que certains vont dire: «Oui, si tu vas à froid, tu te blesses». Oui, mais il faut y aller plus prudemment, évidemment. Et donc quand on s'étire à froid, on va beaucoup plus, solliciter les structures annexes ou, plus qu'annexes, complémentaires des muscles et notamment les structures tendineuses. mmh mh. Et donc, l'étirement à froid permet de plus solliciter la structure tendineuse que si vous le faisiez à chaud. Donc c'est pour ça que moi, souvent, pour les athlètes que j'entraîne, soit je leur mets le jour de repos, une grosse séance d'étirement, c'est-à-dire une grosse séance, c'est 25-30 minutes, soit à distance, bon allez, 3-4 heures, du footing. Mmh. Voilà. Je suis resté sur l'idée, moi aussi, finalement, hein, parce que voilà, de ouah, les jours où il y a des grosses séances, on récupère juste, voilà, Mmh. on à la rigueur, on fait de la On prend pas de pressothérapie, risque enfin, entre guillemets, quoi. Ouais. fait ce qu'on veut, mais on met ça de côté et puis voilà. Il y a d'autres jours dans la semaine, c'est pas non plus utile d'en faire tous les jours, tous les jours, tous les Oui. jours. Après, ce qui peut être bien, si on s'entraîne pas le matin, c'est de le faire au réveil, d'avoir un petit voilà, comme certains font là, ont des petits rituels, un petit rituel d'étirement, étirement, mobilité le matin, en réveil musculaire. C'est honnêtement, c'est super et même en termes de santé générale, c'est hyper Mmh. efficace et hyper intéressant, en fait. Mais voilà, pour moi, ça fait partie de la préparation physique parce que la préparation physique, c'est ce que je fais pour préparer, mais c'est ce que je fais, pour permettre à mon corps d'assimiler toutes les séances, que je lui impose et les intensités que je veux qu'il intègre. Super intéressant, bah, merci beaucoup. Je pense que ça, on n'en parlera jamais assez parce on entend tout et son contraire. Comme je le disais, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ont complètement arrêté les étirements, d'autres qui les font au mauvais moment et pas de la bonne manière. Donc ouais, c'est important d'en parler. Comme on l'a dit, hein, étirement, dans quel but? Euh, Ça, c'est vraiment important d'être clair là-dessus. Dans quel but? Voilà, donc on l'a dit, il y a les étirements. D'ailleurs, je voudrais juste que tu reviennes là-dessus pour les gens peut-être qui ne connaîtraient pas les étirements activo-dynamiques, les étirements balistiques. Si tu pouvais définir un petit peu ça. Bon, je pense qu'ils les ont tous vus dans les reportages ou sur les réseaux, mais ils savent pas ce que c'est.
Alors à l'oral, c'est dur en fait. Oui, oui, C'est ça, c'est ça le problème du podcast, c'est qu'il y a des faut le choses, montrer, qui ouais. sont très agréables à entendre. J'espère que ça a été le cas aujourd'hui, mais, il y a des choses qui sont plus difficiles, à expliquer. Alors en fait, l'étirement activo-dynamique, c'est qu'on va, on va jouer, on va dire sur les différentes phases de contraction-relâchement d'un groupe Contracté, musculaire. étiré, relâché. Voilà, c'est le contracter étirer, c'est exactement ça. Alors je vais prendre par exemple l'étirement de l'ischio-jambier. Lorsque non, je vais prendre parce qu'il va être plus compliqué à expliquer. L'étirement, qu'on voit beaucoup chez les même les footballeurs connaissent celui-là, Le du quadrille quadriceps. C'est classique. celui, vous savez, où vous attrapez votre pied, vous le mettez derrière votre fesse et ça étire le devant de la cuisse. Voilà. Bah, en fait, activo-dynamique, je vais être dans cette position-là pendant 5 secondes. Je vais essayer d'ouvrir ma jambe, c'est-à-dire, mon pied va pousser sur ma main qui retient, mon pied, mais je vais retenir, hein, donc en gros, mon quadriceps, ma cuisse se contracte et après pendant 5-10 secondes, hop, je relâche totalement et j'étire et je le répète 3 fois, 2, 3, 4 fois, tout dépend des athlètes, on voilà et en fait ça, c'est un étirement activo-dynamique. Voire derrière, je fais Qui ça dynamise certains, et je me fais un peu de montée oui, de genoux sur 10 oui, il y mètres. en a beaucoup Voilà, qui je dynamisent. complète, l'activation. Le balistique, on va chercher des grandes amplitudes de mouvement. C'est par exemple, ouais, je me mets le long de la barrière là sur la piste, je vais prendre comme ça pour que les gens essayent de visualiser. Et balancier de la Je me jambe. mets parallèle et en fait, je vais essayer de faire en sorte que ma jambe devant une jambe évidemment, hein, pas les 2 en même temps parce que vous allez finir à 4 par terre, heu, qu'une jambe aille le plus haut possible devant et derrière, comme ça dans un balancement. Vraiment, c'est de la balistique et là, vous allez surtout activer notamment les ischios et c'est pour ça que les gens qui font de très haute intensité et les sprinteurs, on les voit beaucoup faire Mmh. ça parce qu'ils sollicitent beaucoup leurs ischios pardon et donc il faut les préparer au maximum. Voilà 2 exemples, activo-dynamique, Bah, c'est balistique. parfaitement résumé, j'aurais pris les mêmes, les mêmes exemples, donc parfait. Bah, comme ça, vous connaissez maintenant les 3 catégories, 3 grosses catégories, d'étirements. Donc on l'a dit, les étirements, plutôt prolongés, les étirements balistiques qu'on va faire avant les séances de vitesse notamment et les étirements pareil activo-dynamiques. Parfait. Bah, écoute, je pense qu'on a fait vraiment le tour sur le sujet, c'était vraiment intéressant. La dernière petite chose, on va essayer de faire court là-dessus, mais c'est notamment, c'est vraiment ce qui me passionne le plus, c'est l'ultra-endurance. Voilà. Je sais notamment que tu as fait les 100 km de Millau. Voilà, mais je crois que pour les vrais, ultras, j'étais pas encore dans l'ultra, mais bon, voilà. C'est juste savoir un petit peu ce que tu en penses pour vraiment les. Alors là c'est un autre sujet, hein, mais pour les très très longues distances, notamment le 24 heures et plus, euh, la musculation, comment est-ce que tu vas la placer plus pour ces athlètes-là? Est-ce que ça va rester un petit peu près la même chose ou parce qu'on entend beaucoup, même à très haut niveau, hein, d'ailleurs des athlètes tels que Guillaume Ruel qui n'ont pas encore intégré justement purement de la musculation en force parce que bah, ils ont peur de faire moins de volume. C'est quoi un petit peu ton avis entre volume excessif, donc là je parle vraiment les athlètes de haut niveau, hein, 250-300 km, et musculation? Pour moi c'est pas forcément incompatible, mais ça c'est ma petite question plus personnelle, mais faut-il rajouter en plus du volume, enfin de la musculation sur un haut volume, ou faut-il baisser son volume et rajouter une séance? Alors avec les C'est ultras, personnel après, mais les ultramarathoniens, les ultra-trailers, c'est toujours compliqué, encore plus avec Guillaume que je connais, parce que c'est des gens qui aiment et courir et qui oui. aiment courir beaucoup. Déjà c'est un plaisir, alors ils courent beaucoup par rapport aux distances qu'ils préparent, qu'ils ou elles préparent, hein, évidemment, mais ils courent aussi beaucoup parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment faire plus de 200 bornes par an. C'est fou, mais c'est vrai, ils aiment ça. Donc effectivement, si on commence à aborder la musculation en leur disant: «Bah, du coup, tu vas réduire de 20 à 30 kilomètres pour qu'on puisse tout caser», je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de leur vendre, honnêtement, mais moi je pense malgré tout qu'il y aurait un gain. Alors est-ce que c'est en réduisant le volume? Ça honnêtement, ça dépend vraiment de l'athlète. Est-ce que c'est un athlète professionnel qui a le temps, Hmm. qui a tout le temps pour? Donc s'il a tout le temps pour, on doit pouvoir s'organiser pour Oui, donc caser des séances de selon, muscu. voilà, c'est vrai. Hein, mais voilà. Après il y en a, je vais être franc aussi, qui le font pas forcément,
parce que, ils ont pas l'entourage direct dans leur encadrement des Oui, gens qui oui, oui, maîtrisent oui. vraiment l'affaire. Moi, je prends l'exemple, hein, de manière assez honnête avec le vélo, entraînement croisé, on sait que ça peut avoir des bénéfices. Moi, je suis pas fan absolu, mais je suis aussi pas fan absolu parce que je sais pas quoi faire. Honnêtement, j'ai un athlète qui me dit: «Moi, j'aime le vélo, je veux aussi compléter en faisant du vélo». Je serais incapable de lui dire: «Bah, là, tu dois travailler telle intensité, tout le truc que je sais faire en muscu, je sais pas le faire en vélo. Donc globalement, je veux dire: «Oh non, on fait pas de vélo, on va faire de la muscu», tu vois? Mais voilà, Ouais, je comprends. c'est peut-être aussi ça, hein, moi, je me rappelle, j'en avais parlé avec Christelle Denay, qui a été championne d'Europe de marathon quand même, et elle avait eu cette discussion avec son entraîneur en disant: «Ah, est-ce que tu crois que c'est intéressant de mettre du vélo par, tu sais, pour un peu alléger Mmh. la charge et tout?» Elle était pas spécialement très chaude pour ça, et elle m'avait dit: «Bah, son entraîneur, il était comme moi sur cette question-là». Il disait: «Ouais, mais je vais te faire faire du vélo, je vais te faire faire quoi?» Du coup, plutôt que de faire un truc où on sait pas trop ce qu'on va faire, ne le faisons pas. Heu, du coup, je me demande déjà s'il y a déjà cette question. Après, je pense qu'il y a toujours un bénéfice. Mais après, ce qu'il faut comprendre, et ça, du coup, mais ça vaut pour les ultra trailers comme pour Mmh tout le mh. monde, c'est qu'une séance de muscu, c'est pas forcément 2 heures à la salle, 2 ou 3 heures à la salle. On peut très bien travailler, et là je pense aux ultra trailers, ultramarathoniens et notamment pros, tu peux faire, 2-3 séances de 30 minutes par semaine, tu auras des bénéfices. Tu es pas obligé de te caler à la salle pendant 1 heure et demie, 2 heures. Honnêtement, c'est à part en Éthiopie, on le voit quasiment plus nulle part. Moi, avant, même moi, hein, je reconnais qu'avant je faisais de très longues séances. Je préfère en faire des plus courtes. Maintenant mes séances de muscu, elles dépassent pas 1 heure, et voire les couper, pour les athlètes qui ont pas forcément le temps ou machin, et travailler, faire une mu on peut par exemple, envisager qu'une fois dans la semaine, il y a une muscu à poids de corps qui serve, du coup, un peu plus pliométrique, un peu plus dynamique, et une autre de 30 minutes, et une autre de 30 minutes où direct on va être en charge un peu, on va travailler un peu force explosivité sur la base de 2-3 exercices. Mmh. C'est tout. Parce que c'est je le disais tout à l'heure, on fait pas de la musculation, comme le ferait un spécialiste, de sport de force, un haltérophile par exemple. Nous, on le fait pas du tout de la même manière. 1 heure, c'est déjà une bonne séance pour nous. On n'a pas besoin de faire une séance que sur les jambes. Par exemple, ça aussi, quand vous faites de la muscu, surtout à nos niveaux amateurs, faites des séances, où vous allez tout travailler. Parce que l'idée, c'est de tout travailler. Vous priorisez les jambes. En gros, les jambes, c'est la moitié de la séance, et haut du corps et gainage l'autre moitié, et vous répartissez entre les 2. Et pareil au plus haut niveau. On voit Sorokin, un autre ultra, Mmh. marathonien, Lituanien. Mmh. brillant. Oui, oui, il fait pas mal de muscu. Bah, c'est pour ça, je m'amuse à regarder et c'est vrai que Et après la différence, pour le coup, parce que j'en avais discuté avec Blandine mmh Lirondelle, qui fait du renforcement, qui fait de la oui. musculation, mais sur certains axes. Moi, elle m'avait expliqué qu'elle mettait un accent sur ses ischios qu'elle sentait plus faibles, parce que sa pratique, c'est qu'elle estimait que ses quadris, ce qui est certainement juste, de toute façon, quelqu'un qui a des résultats, ce qu'il dit, on va lui dire qu'il a raison, en tout cas pour lui. C'est comme ça que ça marche, hein, enfin, faut aussi être Oui, oui. honnête, c'est comme ça qu'on juge. Parce qu'elle m'expliquait qu'elle, avec tout le dénivelé qu'elle se tape, monter et descendre, ses quadris, elle les renforçait de manière naturelle avec sa pratique spécifique. On a beaucoup cet argument, c'est ce que j'allais te dire. Ah bah, de toute façon, je fais de l'endurance de force à l'entraînement, donc, mais dans quelle mesure? C'est sûr, quand tu fais 300 bornes, bon. C'est pas totalement faux, mais après elle disait: «Bah, voilà, il y a des groupes musculaires que tu travailles toujours moins que d'autres, donc ceux-là, je les travaille spécifiquement en musculation». Hmm. En fait, voilà, du coup, elle, comment elle a défini que, elle a arrêté le fait que sur sa muscu, bah, elle axait sur certains exercices, voilà, et heu et je vais te prendre un autre exemple d'un athlète qui a fait les championnats du monde, 200 kilomètres, l'an dernier, Jocelyn Carbouk, pardon, excuse-moi Jocelyn. J'avais échangé avec lui, hein, je suis pas son entraîneur ni son préparateur physique, mais j'avais échangé avec lui parce que c'est un copain et que j'aime toujours apprendre, et son entraîneur est un ami. Et lui, il m'avait expliqué qu'il avait pas énormément de temps à consacrer à ça, parce que c'est un mec qui bosse en plus, hein, et du coup, bah, avec son entraîneur, il a déterminé les groupes musculaires vraiment qui étaient un peu, entre guillemets, «défaillants» chez lui, et il a mis en place, des séances, mais des séances de Ouais, 20-30 minutes maximum, sur la base de 3 exercices. Voilà, en disant: «Je focalise là-dessus parce que
Je sais que j'ai pas le temps, j'ai pas, voilà, le temps ou même voilà, je veux pas sacrifier de la bande pour ça, donc voilà comment il s'est organisé. Mmh. Ah mais Mais c'est du coup, pour moi, pour moi, c'est quand même inévitable, ça fait partie du tout. C'est presque comme si je vais être un peu provocateur, c'est presque comme si on me posait la question, heu, ouais, est-ce un ultramarathonien, un ultra-trailer a vraiment besoin de bien manger pour être performant? Bah, ouais, c'est comme tous les sportifs, en fait, ça apporte, quoi qu'il arrive, ça ouais. apporte. Après, c'est dans le dosage. Très intéressant. Non, mais je suis vraiment d'accord avec toi et c'est pour ça que c'est vrai que ça m'avait surpris hein, sur de nombreux athlètes. J'ai reçu Benjamin Paulin aussi, ça va sortir bientôt, qui fait c'est un gros border et pareil, il n'a pas encore enclenché ce levier, donc j'ai hâte de voir quand ils vont commencer à en faire. Ça va être intéressant parce que Mais justement, il y avait une vidéo qui circulait il y a quelque temps. Quand je dis il y a quelque temps, c'est, peut-être il y a 2 ans sur les réseaux où des gars reprenaient une interview de Kylian Jornet qui disait qu'il faisait pas de oui, bah, muscu. Il disait: «Bah, voyez, Kylian Jornet fait pas de muscu». Ah ouais, enfin déjà Kylian Jornet, on elle a prend un mec qui tourné est quand même celle-là. Ouais. relativement exceptionnel, même déjà même en termes de génétique pour qu'on parle de mais Kylian Jornet a une génétique au-dessus de très largement au-dessus de la moyenne donc ce voilà, avant de se comparer à lui, faisons attention, mais surtout, Kylian Jornet, il fait de la rando, il fait de l'escalade, il fait du skyrunning, il fait tellement de choses qui, en fait, quand on les prend, on se dit: «Beh, finalement, il dit qu'il fait pas de renfo, Oui. mais il fait du renfo d'une autre manière. Ah, effectivement, il va pas dans une salle. C'est visiblement, s'il le dit, on peut le croire. Encore certains athlètes, même gentils et honnêtes, bah, voilà, disent pas toujours tout, mais ça fait aussi partie du jeu. Mais en tout cas, il a tout un ensemble d'activités à côté de la course pure qui fait qu'il se muscle, en fait et il travaille son renforcement musculaire. Donc si des athlètes n'aiment pas la salle, ce qui peut arriver, hein, Hmm. et là-dessus, je vais pas dire: «Ah bah, va si tu y vas pas, tu resteras un nul et tu es un nul et tu es un con». C'est pas ça le discours évidemment. S'il trouve d'autres activités qui lui permettent de travailler, cette dimension-là, bah, qu'il explore ces activités-là. Il a raison parce qu'il faut que on n'est jamais aussi performant et bon que quand on prend plaisir aussi à ce qu'on fait. Donc si aller dans une salle, c'est vraiment la croix et la bannière, trouve autre chose qui va te permettre de te renforcer de cette manière-là. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Fred, je vais pas te prendre plus de temps, je te remercie énormément, je pense que le débat était vraiment riche et ça va aider beaucoup de monde et puis ça va vraiment encourager, c'est ça le but, hein. L'idée là, derrière tout ça c'est vraiment de mettre les gens à la préparation physique mais correctement, voilà, de manière cohérente, encadrée et professionnelle, ça c'est important et notamment, t'en as parlé, il y a des risques aussi, voilà, de travailler en force maximale, il y a des risques, donc encadrez-vous et puis faites ça de manière sécurisée. Mais les gains sont indéniables et voilà, je pense on pourra en terminer là-dessus. Faites de la musculation, encadrez-vous et vous aurez des résultats. Et puis allez lire le livre de Fred qui va vraiment aussi vous aiguiller sur le sujet. Je mettrai tous les liens en description, d'ailleurs. Et puis voilà, bah, merci beaucoup Fred. Je sais pas si tu as un petit message à faire passer avant de terminer, mais... Non, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis voilà, si on a ça leur donne un peu le goût, bah, je serais ravi, mais qu'ils hésitent pas surtout, surtout et ils vont pas se transformer en Arnold Schwarzenegger et ils sont légitimes puisque des fois aussi on se pose la question, mais voilà et qu'ils hésitent pas et même travailler à poids de corps, une fois 30 minutes par semaine, c'est déjà très bien et c'est top donc voilà. Parfait, le message est passé. Bah, merci beaucoup Fred et puis bah, au plaisir. Bah, merci à toi, à bientôt. À Salut. bientôt.